Donc du coup, ouais, vous avez vu, aujourd'hui on va parler de Swift. Alors, comme le nom ne l'indique pas, en fait, cette conférence-là, elle va pas parler de mobile, elle va pas parler d'iOS, elle va parler de tout ce qu'on peut faire avec Swift, en dehors en fait des plateformes Apple. Mais ça vient quand même d'iOS parce que je suis développeur iOS, donc c'est de mon point de vue à moi. Et donc il y a un petit peu quand même d'iOS dedans, un petit peu de mobile, et vous allez voir, ça peut aussi peut-être vous apporter quelques petits trucs pour l'iOS. Donc premier point, vous pouvez écrire du code Swift côté serveur et en utilisant la Swift Standard Library. Donc si vous connaissez un petit peu le monde iOS, en fait c'est tout basiquement un portage cross-platform de Foundation. Donc ce que ça veut dire en fait, c'est que si on prend un modèle tout à fait standard qui représente un talk DevFest, donc il y a simplement un ID, un nom, une date, on lui ajoute une conformance en fait au protocole Codable, tout simplement. L'ajout de cette conformance en fait va nous donner des trucs gratuitement, donc, comme par exemple cette représentation en JSON, simplement en utilisant le JSON encoder. Ou alors, même si vous ajoutez par-dessus en fait une date encoding strategy, donc là par exemple la ISO 8601, vous obtenez gratuitement en fait la représentation standard en ISO. Ça c'est gratuit, mais je veux juste vous dire, faites gaffe quand même, parce que cette API en particulier était dispo sur Foundation, sur vos Mac, ça vous le connaissez très bien, mais il y a à peine un an, sur Linux, elle n'était toujours pas dispo. Donc si vous voulez utiliser ça en cross-platform, allez vérifier d'avoir le statut d'implémentation de Foundation. Du coup, vous me voyez venir, on parle de JSON, on parle de Foundation cross-platform. Du coup, on va parler un peu de Swift Server. Donc aujourd'hui, Swift Server, il y en a deux gros qui sont encore là, qui sont encore présents. Il y a Vapor, qui est en fait supporté par la boîte Qtheory. Donc en fait, c'est simplement une société qui a été fondée par les core founders en fait, de Vapor. Il y a une très très grosse communauté de Vapor, donc il y a beaucoup d'outils. Et il y a Kitura, donc Kitura aussi, qui a beaucoup d'utilisateurs, mais là, qui a l'avantage en fait d'être supporté par IBM. Donc beaucoup utilisent Kitura parce qu'ils se disent c'est IBM derrière, donc si je veux faire ça en production dans ma société, il y a de fortes chances qu'il y ait du support. Mais manque de chance, moi je suis quand même parti sur Vapor parce que j'aime beaucoup cette communauté, et au moment où, en fait, où j'ai commencé ça, il y avait une plus forte communauté. Mais tout ce qui s'applique, tous les exemples après, même s'ils utilisent Vapor, c'est aussi applicable avec Kitura. Juste pour info. Du coup, un autre pouvoir, vous pouvez utiliser des services serveurs auxquels vous êtes habitué, mais tout ça avec la simplicité de Swift. Donc, si on reprend juste notre exemple, l'exemple du tout début, en fait, finalement, on va pouvoir le stocker dans une base de données, donc ici Postgres, même faire un peu de cache avec un Redis, ou alors, si là j'ajoute une image, on va pouvoir gérer les médias avec AWS, par exemple. Pour vous donner un exemple, pour stocker ce modèle-là, en fait, en base de Postgre, il suffit simplement d'ajouter une conformance à PostgreSQL model. Et avec cette simple conformance-là, ça y est, hop, on a quelque chose qui est persisté en Postgre. Et en ajoutant la conformance migration, en fait, là, il y a toute la data structure, enfin toute la structure de votre table qui va être écrite automatiquement par Vapor. Juste ces simples deux lignes et vous avez votre objet. Le dernier truc, peut-être vous l'avez peut-être pas vu, mais en fait l'identifiant du coup il est passé optionnel parce que vous n'avez pas toujours un ID. Votre modèle n'est pas toujours sauvegardé en base. Donc une fois qu'on a ça, on va vouloir faire des requêtes, donc des simples requêtes REST par exemple. Donc pour faire une requête GET sur NoTalk, c'est aussi simple que ça finalement. C'est-à-dire que là, vous avez juste à appeler une query sur votre objet Talk et dites je les veux toutes. Et au final, ça va à un moment dans le futur se résoudre à un tableau de Talk, tout simplement. On peut aller un peu plus loin, on peut les paginer. Pour les paginer, il n'y a pas grand-chose de plus à faire finalement.
Juste on encapsule, on dit que ça va être un résultat paginé, et sur notre query qu'on a déjà avant, on appelle paginate, et automatiquement il va gérer une pagination pour nous. Avec tout ce qui va bien, ça va être encapsulé dans data, on aura les méta en fait, dans nos JSON, donc on peut faire un peu tout. Donc bien sûr là c'est des exemples super simples, donc c'est pas la vraie vie. La vraie vie, elle marche aussi, quoi. Donc là on peut faire une recherche sur tous nos talks qu'on trie par date de création par exemple, et on prend seulement ceux qui ont des médias. Juste un exemple. Pour prendre un autre exemple, donc l'exemple de la création, par exemple, et là on va faire du media management avec AWS, et vous voyez, ça tient en une seule slide. Ça veut dire que là, en fait, je récupère juste une structure de données que j'envoie en poste. J'upload en fait des données d'image. Donc juste sur cet appel-là, en fait, sur storage, finalement j'ai uploadé mon contenu sur S3. Je récupère en fait une image URL, et je crée mon contenu, je le save en base, et c'est terminé. S'il y a la moindre erreur dans le process, tout se passe en fait à ce niveau-là. En fait, il y a des tries qui sont faits, donc ici là sur l'erreur d'upload, et en fait une erreur est throw, basiquement en Swift, et donc ensuite Vapor va gérer ça avec un retour HTTP error qui va bien. Donc juste pour conclure, sur la partie serveur de Swift, en fait, vous pouvez maintenant écrire du code avec Foundation. Donc il y a le support de nombreux services existants déjà, donc PostgreSQL, MySQL, MongoDB et d'autres, et j'en passe. C'est vraiment juste des exemples que je vous ai donnés. Il y a le support du cache, et il y a des nouveaux connecteurs. Bon, je vous ai mis un exemple de S3 parce que c'est le plus commun, mais il y en a énormément. Si vous voulez vraiment aller plus loin là-dedans, savoir où ça en est, cette partie-là, je vous conseille ce talk-là. Conférence Try Swift qui était en mars, donc c'est un des contributeurs d'Apple qui parle vraiment de aujourd'hui, voilà où on est Swift côté serveur, si vous voulez aller plus loin. Du coup, on a parlé de la partie serveur, mais en fait, dans tout ça, vous avez un nouveau pouvoir qui est finalement un outil cross-platform de communication qui est très performant. Je vais vous expliquer tout ça. En fait, Swift Server ici, donc, voilà, on va l'encapsuler dans cette grosse brique là. Et le truc que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait en dessous, il y a une bibliothèque qui s'appelle SwiftNIO, qui est gérée par Apple, et qui gère une bonne partie en fait de cette couche Swift Server. Donc SwiftNIO, ça veut dire Non-Blocking I/O. Ceux qui viennent du monde Java doivent connaître un petit peu ce concept, parce que c'est inspiré de Netty. Et du coup, donc ça, c'est une bibliothèque Apple qui va gérer en fait toutes les entrées-sorties, tous les appels asynchrones, sans bloquer les threads. Il va vraiment réutiliser les threads et s'appuyer en fait sur carrément le kernel, qui le fait très bien, et les interruptions, pour gérer vos appels. Bon, c'est beaucoup de choses. En fait, tout ce que vous avez à savoir, c'est que si on reprend finalement notre exemple tout à l'heure de GetTalk, SwiftNIO, il est là, quoi. C'est juste encapsulé derrière cette future, qui est le principe des promises. Si vous connaissez les promises en JavaScript, c'est le même principe. Bon, pour pas vous mentir, en fait, il est aussi géré là-dedans, dans toutes les queries de database. C'est là-dedans, mais vous n'avez pas besoin d'en savoir vraiment beaucoup plus. SwiftNIO, en fait, ça gère de base tout ça, donc HTTP, TCP, UDP, enfin vraiment tous les protocoles standards. Ça gère très bien HTTP2 aussi. Et dans l'implémentation actuelle utilisée avec Vapor 3, c'est utilisé avec OpenSSL, mais dans la version actuelle, la toute dernière, ils utilisent Boring SSL, donc en fait vous pouvez vraiment vous abstraire de n'importe quelle machine, quoi. Vous pouvez tourner sur n'importe quelle machine. Encore un talk que je vous conseille, toujours par les mêmes personnes, pour implémenter votre propre système, parce que finalement SwiftNIO, si vous utilisez quelque chose en dehors de ces standards, vous pouvez implémenter ce que vous voulez, et c'est vraiment fait pour ça. Du coup, avec SwiftNIO, qui est cross-platform, vous pouvez partager votre code réseau entre votre client et votre serveur. Je reprends encore le même graphique. Dans cette partie-là, il y a quand même un gros domaine qu'on oublie, dont je vous ai parlé au début. C'est toutes les plateformes Apple, quoi.
Donc toutes ces plateformes-là qu'on aime, enfin en tout cas quand on est dev iOS comme moi j'aime beaucoup, on aurait envie de pouvoir tirer parti un peu de SwiftNIO, quoi. Et du coup, il y a un autre service d'Apple, un autre projet, qui s'appelle SwiftNIO Transport Services, qui est finalement en fait un port, une couche supplémentaire, qui vous permet d'utiliser du SwiftNIO sur toutes ces plateformes-là. Donc ce que ça veut dire, je vous passe l'implémentation technique, hein, mais c'est juste que ça utilise sur ces plateformes-là ces technologies-là. Et du coup, vu que Network.framework, pour ceux qui se tiennent au courant de ces plateformes-là, est disponible sur WatchOS depuis 3 semaines à peu près, ça veut dire que maintenant, oui, vous pouvez faire du SwiftNIO sur WatchOS aussi. Donc, du coup, je vais vous donner un exemple. Un exemple de client HTTP simple pour faire un appel, un simple appel finalement HTTP comme on pourrait avoir l'habitude. On va faire ça avec du code qui va marcher cross-platform. Je vous préviens juste, faites pas trop attention au code que je vais vous montrer. Il y en a beaucoup, et on n'a pas le temps de passer dans les détails de tout, mais juste, je vais vous montrer. En fait, on va commencer par créer une run loop. Ensuite, sur cette run loop, on va bootstrapper du coup une première connexion. On va ouvrir la connexion en fait et juste attendre en fait que cette connexion se réalise. Une fois que la connexion se réalise, hop, on va là-dedans. On crée donc du coup un handler qui est ici, qui va récupérer la channel active, qui va accepter du coup enfin pour pouvoir envoyer la connexion HTTP. Et enfin, hop, on va gérer la réception des données. Donc là, quand on reçoit les données, hop, on va traiter notre petit envoi et en cas d'erreur, on la remonte. Et voilà, vous avez fait un appel HTTP, c'est cool. Bon, je pense que vous avez compris. Il n'y a pas besoin, en fait, finalement, de gérer tout ça, de gérer tout ce code-là, tout ce boilerplate pour un simple appel HTTP. Comme je vous l'ai dit avant, c'est géré très très bien par les bibliothèques pour vous. Et SwiftNIO est très très puissant, mais si vous voulez gérer en fait tous ces appels-là vous-même, maintenant j'ai une bonne nouvelle pour vous. Foundation implémente URL session. Donc si vous connaissez l'appel d'URL session, pour un appel cross-platform, ça se passe juste comme ça. Là vous avez juste l'appel HTTP que je viens de vous faire, donc les 3 slides d'avant c'est résumé dans ce slide-là, avec votre appel résumé, et en fait c'est juste ça qui change. Pour pouvoir le supporter multiplateforme, vous devez importer Foundation Networking. Alors, je vous passe le détail de pourquoi ils ont appelé ça Foundation Networking et pourquoi ils ne l'ont pas inclus dans Foundation sur Linux. C'est une vaste discussion, pour en discuter si vous voulez les détails, c'est tout détaillé là. Mais du coup, en fait, tout ce que je veux vous dire par là, c'est que maintenant qu'on peut faire du réseau cross-platform, maintenant qu'on peut faire des modèles cross-platform, en fait, on peut simplement prendre un exemple de modèle ici, qu'on utilise sur notre serveur. On peut le réutiliser du coup aussi côté mobile, parce que c'est le même code. Et on peut laisser tous les outils que je vous ai présentés gérer la communication entre les deux, quoi. Donc en fait, vu qu'on a la même chose ici, on peut simplement en fait les fusionner, en faire un framework, et le partager sur les deux. Non? Ce serait pas mal, hein. Je vais vous montrer comment faire ça. En fait, c'est une simple ligne de commande, Swift Package Init. Vous créez votre framework comme ça vous crée la base, et vous allez mettre vos modèles ici. Donc là, ça utilise Swift Package Manager, donc SPM, qui est maintenant intégré à Xcode. SPM est très utilisé pour tout ce qui est cross-platform, donc tout ce qui est Linux, Swift Server. Maintenant, ça supporte iOS, macOS, ça supporte absolument tout. Mais vu que ce n'est pas complètement encore bien utilisé par la communauté, n'hésitez pas à à utiliser Carthage ou CocoaPods, enfin tout ce dont vous êtes habitué. Pour ajouter ça à votre lib, finalement, c'est juste des fichiers sources, quoi. Donc vous pouvez très bien avoir votre package pour votre code serveur et tout ce qui vous intéresse après pour iOS ou macOS. Donc je vous ai montré ça en ligne de commande parce que c'est plus cool, mais c'est intégré à Xcode. Donc file new Swift package, ça fait exactement la même chose. Du coup, vous pouvez aussi utiliser les outils auxquels vous êtes habitué pour pouvoir faire du serveur. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, je fais des démos avec Xcode, mais si vous êtes habitué à Appcode, ça marche aussi très très bien. Parce qu'en fait, en dessous, LLDB est disponible.
Donc, en fait, si on reprend là, un exemple tout à l'heure en fait, de la création de talk, bah, dans Xcode, ça pourrait ressembler à ça, quoi. Donc, en fait, on peut simplement mettre des breakpoints. Et oui, les breakpoints dans le call asynchrone, ça fait simplement attendre votre serveur, et puis ça va mettre un breakpoint, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et oui, du coup, vous avez aussi les conditional breakpoints. Donc vous pouvez mettre des conditions et exécuter, si vous les connaissez sur Xcode, ajouter tout un tas d'actions diverses et variées, loguer tout ce que vous voulez, lancer un script shell. Vous pouvez faire tout ça avec du code serveur. Donc si vous êtes juste dev iOS, vous pouvez vous dire, basique, je le fais tous les jours, mais code serveur, c'est vraiment quelque chose. Et du coup, vu qu'on parle d'Xcode, les tests unitaires, ils sont aussi disponibles. Donc on a XCTest, ça c'est l'outil pour écrire nos tests unitaires avec Xcode. Ils sont disponibles pour le code serveur. Et vu que les Mac serveurs, ça coûte très cher, évidemment, personne n'héberge sur Mac, en vrai, ou très peu de gens. Du coup, bien sûr, c'est disponible sous Linux. Apple a porté XCTest sous Linux. Et la seule différence, c'est qu'il va falloir que vous listiez tous vos tests de manière statique dans ce tableau-là. Il y a des générateurs qui le font pour vous, vous inquiétez pas. Parce que on n'est que sur Swift, on n'a pas le runtime Objective-C en dessous, donc on ne peut pas les lister automatiquement. Et comment on lance les tests du coup sous Linux? On fait juste Swift test. Et c'est terminé. Du coup, tester sous Linux, automatiser tout ça, c'est cool, on peut mettre une CI, on peut mettre un tas de trucs. Mais même quand on les écrit, on n'a pas trop envie sur sa machine. On peut le tester sur le Mac avec Xcode, mais on ne va pas vraiment avoir une VM Linux ou n'importe quoi. Donc vous me voyez venir, du coup, la prochaine étape, c'est d'utiliser Docker. Du coup, on peut utiliser Docker avec une image officielle aujourd'hui qui est maintenue par Apple. Et je dis ça commence à parler parce que je pense qu'à DevFest, Docker, ça va, je pense que ça parle à tout le monde. Donc une image officielle, vous savez ce que ça veut dire, hein, ça veut dire que c'est sur le Docker Hub. Apple fournit en fait les sources de Swift Docker, vous pouvez contribuer, vous pouvez décider de ce qui va être dans l'image Docker ou pas. En tout cas, c'est discuté, c'est vraiment open source. Et juste pour vous donner un exemple, en fait, là, le Swift 5.1, toutes les images en fait, ont été rendues disponibles le même jour que la sortie officielle de Xcode 11. Donc c'est vraiment très, très réactif. Je vous donne un exemple. En tant que développeur iOS, c'est assez nouveau. En tant que développeur mobile, c'est assez nouveau. Peut-être vous, ça va être assez évident, mais je vous montre quand même. Donc, comment on définit un Dockerfile? On dit juste, voilà, je veux utiliser Swift 5.1. Parce que on utilise encore Vapor 3 qui est sur OpenSSL, on va installer le nécessaire parce qu'on a besoin d'OpenSSL sur l'image, et ça y est pas de base. Ensuite, on définit juste un environnement de travail. On récupère du coup toutes nos packages, toutes nos dépendances. Et enfin, lorsqu'on lance le Docker, on veut juste exécuter nos tests. Si on veut tester tout ça avec une base Postgre, comment ça se passe? Donc là, je vous parlais de la partie OpenSSL. Avec une base Postgre, on utilise Docker Compose. Donc là, finalement, on a juste notre service DevFest API avec ses variables d'environnement et qui a une dépendance sur Postgre. Et on définit enfin l'image Postgre avec, là, ici, toute notre variable d'environnement. Et avec cette simple ligne de commande, finalement, on va booter toute notre dépendance, toutes nos machines, et on va pouvoir tester tout ça sur une base de données. Bon, je pourrais aller plus loin, parce qu'on parle de déploiement, on pourrait parler de Docker Swarm, de Kubernetes, etc. Je pense qu'il y a plein de gens ici dans cette conférence qui en parlent beaucoup mieux que moi. C'est bien au-delà du talk. Donc on laisse cette partie-là. Et juste pour ne pas vous laisser sur votre faim, je vais quand même vous parler d'un déploiement Heroku. Donc comment déployer simplement sur Heroku votre petit contenu. Au début, une fois que vous avez installé les outils, vous vous loguez bien sûr et vous créez votre app. Enfin, pour pusher, vous pushez votre container en web. Donc web, pourquoi? Parce que c'est le mot-clé d'Heroku pour dire front. Et ensuite, vous le réalisez. Et c'est terminé. Vous avez déployé votre première app Swift, ou pas, sur le cloud. Donc voilà, pour conclure, on a parlé de Swift, on a parlé de beaucoup de choses, je vous ai donné des exemples qui peut-être parfois vous ont fait un peu peur. Donc tout ce que je voulais vous dire, c'était
J'espère qu'aujourd'hui, je vous ai donné envie d'aller plus loin avec Swift et d'essayer plein de nouvelles choses, le back-end et tout ça, et parce que on adore Swift. Donc j'espère que vous essayerez tout ça, et je vous remercie.